À désormais moins de 6 mois du premier tour, la campagne était bel et bien lancée. Et c'est pour faire face à cette actualité politique, qui, quoique toujours assez chaotique, allait devenir de plus en plus dense, que les journalistes de Mars Actu inauguraient un podcast spécialement dédié. Une sorte de Titanic bar sans alcool. Et oui, les Verts marseillais sont partis sur leur piste verte. Ils étaient n'est-ce pas ? Mais c'est aussi une façon de dire qu'ils n'iront pas avec le mouvement sans précédent. Je vais pas être très original, mais la division à droite, alors que Jean-Claude Gaudin est là depuis 25 ans, qui contrôle toutes les arcanes de la ville, de la métropole, du département, de la région. Le vrai point commun de tout ça, c'est que c'est le white partout. Et la réalité, c'est que si on regarde partout, tout le monde veut faire le rassemblement, et partout on veut faire le rassemblement autour de cette petite personne, à droite, à gauche, au centre droit, gauche. C'est dur pour la gauche quand même, ils essayent quand même de s'allier un peu. Oui, ils essaient d'essayer, mais on va y venir, parce qu'il y a des gens qui essayent aussi d'essayer au sein de la gauche, à leur tour. Lors de l'inauguration d'une exposition où j'avais un petit espoir de capter Gaudin, je retrouvais par hasard cette œuvre de Robert Filiou, une œuvre sur laquelle j'avais déjà veillé un paquet d'heures à l'époque où j'étais gardien de musée. Et c'était amusant parce qu'à ce moment, même si les dés en étaient jetés, la campagne municipale illustrait elle-même un jeu sans gagnant, à l'issue très incertaine. Or, le même jour, quelques heures plus tôt, le mouvement sans précédent convoquait une conférence de presse à la Maison de l'Arménie. Comme pour moi avec Robert Filiou, la gauche y retrouvait sa carte mentale. Est-ce que les copines, les copains et les camarades du mouvement sans précédent peuvent venir ? Comme je le dis souvent, si on est là, c'est qu'on a signé un peu tous les mêmes pétitions, on a été dans tous un peu les mêmes manifestations, notamment l'année dernière. On sait que ça suffit pas, mais c'est déjà l'énergie de ce qui nous rassemble ensemble. Alors bien sûr, on sait aussi que toute cette colère, elle découle aussi d'une défiance démocratique. On est dans une ville où par rapport à la moyenne nationale, il y a 10 points de moins en participation ou en inscription sur les listes électorales. Et donc on sait à quel point la question démocratique, elle fait aussi partie de nos enjeux. Et je fais le lien justement avec effectivement une question qui revient souvent, et la tête de liste Marseille. Mais on refuse justement d'inverser l'ordre des choses pour qu'il n'y ait pas de rassemblement autour d'une personnalité, comme ça aurait pu l'être autour d'une organisation politique, citoyenne, etc. Et on veut que ce soit autour d'un projet. Ça a dû être dit, ça a dû être répété, mais on a besoin de l'affirmer. Quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'avait jamais été vu. Des femmes et des hommes qui arrivent d'horizons différents, de partis différents, qui sont dans des collectifs ou qui n'y sont pas, qui sont dans des associations qui n'y sont pas, mais qui portent une certaine idée de cette ville, mais qui portent une ambition, pour certains incroyable, pour d'autres grande, de changer le destin de cette ville, en se mettant ensemble, en dépassant nos propres histoires, en nous transcendant, en dépassant la question des partis, des clivages, des personnes, des antagonismes qui ont existé. On crée un manifeste, on fabrique ce printemps marseillais. On se dit que c'est possible, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui est en train de se produire et qu'est-ce qui peut se passer dans une ville en crise, et qui traverse d'ailleurs des crises historiques. Cette identité et notre unité, c'est le nom que nous allons vous dévoiler, c'est le nom d'une partie gagnante. Et c'est le nom d'un espoir qui germe et qui éclora au printemps. Ce nom, c'est le printemps marseillais. Ça a été abordé tout à l'heure, donc autant en reparler. La question d'Europe Écologie Les Verts qui ne participera pas donc à ce printemps pour le moment. Est-ce que le risque aujourd'hui, c'est pas d'être une alternative parmi d'autres alternatives ? Et comment est-ce que vous allez, démontrer que vous êtes l'alternative plutôt qu'une parmi d'autres ? Tu veux répondre ou... Non. Je continue. Vous annoncez 10 formations politiques, et quelles sont les véritables formations politiques qui sont concrètement derrière le printemps vraiment, parce qu'on a vu que FB n'y est pas, donc là on est sûr.
Le PC, on a l'impression que, en effet, vous êtes là, tous les quatre. Le PS, on vient d'avoir un représentant, mais est-ce que le PS est entièrement derrière vous? Il ne me semble pas, à lire les tweets de certains. Deuxième question, j'en profite puisque j'ai le micro. Est-ce qu'il y a des représentants du pacte démocratique parmi vous, là? Et où en sont les discussions avec ce pacte dont j'avais cru comprendre qu'il faisait partie du coup de pile? Le lancement hésitant du printemps marseillais, qui après des mois et des mois de réunions, devait se résoudre à entrer en campagne sans candidat, mais en annonçant tout de même un nom qui devait lui permettre d'enjamber la saison hivernale, pouvait prêter à sourire. Il augurait mal de la victoire finale. Mais il était bien dans l'esprit de cette campagne et du jeu imaginé par Robert Filiou, un jeu qu'il fallait se résoudre à jouer avec des matériaux pauvres, sans coup magistral, une pièce inachevée que les spectateurs pouvaient quitter à tout moment en ramassant leurs dés, une création permanente. Et toi, tu étais venu à Marseille pour les journées de l'Ampi. C'est-à-dire, c'est un rassemblement À mi-chemin de la campagne, l'extrême dispersion de l'offre politique et du corps électoral pouvait bien pousser à s'interroger sur l'opportunité d'une psychothérapie collective, comme j'en plaisantais avec une amie psychiatre venue me rendre visite dans ce laboratoire à ciel ouvert qu'était devenu Marseille. A été initié par François Toscalias et Lucien Bonafé. Non, à l'hôpital de Saint-Ablan. C'est pas drôle. Ça te plaît pas, mais il faut quand même le dire. Les gens pensent que sinon personne ne comprend ce que ça veut dire la psychothérapie institutionnelle, faut bien la définir. C'est les fous dans un asile, voilà. Le même jour encore, sitôt la conférence du printemps terminée, je m'empressais donc de la retrouver au colloque auquel elle était venue assister, avec ce vague espoir d'en ramener peut-être un diagnostic. Nous allons écouter maintenant Patrick Chemla, qui va nous parler de traverser la zone de catastrophe. Traverser les zones de catastrophe, mais pas seulement là, mais les. Cela interroge directement la vivance du collectif. Ce qui n'a rien d'évident lorsque nous sommes confrontés à la clinique du trauma ou celle des psychoses. Nous rencontrons alors des sujets plongés dans une catastrophe, souvent silencieuse, qui ne fait retour que sous des formes surprenantes. Il est très fréquent d'entendre, je sais pas combien de fois j'ai pu entendre ça, nous ne répéterons pas, le refus de répéter. Alors quand on entend ça, on est sûr que les gens sont dans la répétition. Et la volonté d'innover à tout prix. Ce genre de déclaration volontariste, c'est pour moi une sorte de dénégation affirmative. Ça conduit presque tout le temps au ressassement et à la déception. Je m'arrête un tout petit peu parce que ce sont des notions qui peuvent vous paraître compactes mais très importantes. Si on n'arrive pas, toutes les civilisations humaines se signalent par ça. Cimetière, sépulture, figuration d'un site de la mort. S'il n'y a pas un site de la mort qui se trouve enclos, alors c'est très très compliqué qu'il y ait de la vie. Parce que tout se mélange, et les patients psychotiques, ils sont envahis de fantômes tout le temps. Quelquefois, nous aussi, bon. Mais il vaut mieux que ça soit en rêve. Donc, j'en étais, oui, c'est le cauchemar, oui. D'où cette sensation pour le sujet psychotique d'une fuite hémorragique de l'être et d'un risque permanent d'effondrement.